Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de revenir sur Tapestry et de passer Tapestry à la loupe. Alors à la loupe c'est quoi? C'est un concept que je voulais faire depuis longtemps, que j'avais en tête et que je ne trouvais pas forcément sur YouTube, donc je me suis dit bon bah allez, je vais le faire moi. C'est tout simplement parler d'un jeu, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, voir ce qu'il propose, sans aller trop dans le détail, sans faire forcément une critique, même pas du tout d'ailleurs, une critique ou une review, ou mettre des notes à la fin et dire il faut l'acheter, il faut pas l'acheter. Non, c'est juste parler du jeu. Donc moi, ça va être uniquement des jeux que je possède et que j'aime. Donc voilà, c'est pas du tout un travail journalistique. Je parle que des jeux que j'aime. Et je commence, là on va être à l'épisode 3, je commence par les jeux de civilisation. Donc on a commencé l'épisode 1 par Clash of Culture, l'épisode 2 par Civilisation, une homme nouvelle, et aujourd'hui on se retrouve avec Tapestry. Alors la vidéo je la développe en deux parties. Une première partie assez rapide où on va présenter le jeu vraiment de façon rapide, hein, c'est important. Et la deuxième partie, on va plus le détailler et on va regarder, vu que c'est un jeu de civilisation, on va essayer de regarder ce qu'il propose comme mécanique de jeu, comme thématique, comme action, voilà, plein de choses comme ça. Donc commençons directement par la présentation rapide du jeu. Tapestry, c'est un jeu de civilisation qui est très particulier. Il a un côté un peu abstrait, mais il est en même temps très profond. Donc c'est un jeu qui, on va dire, qui divise. Voilà, comme la plupart des jeux finalement de Jamey Stegmaier. Ces jeux divisent, que ce soit Scythe, que ce soit Charterstone, que ce soit donc Tapestry et d'autres en fait. Hein. Souvent, il a une vision des jeux très particulière et moi j'aime beaucoup. Et là pour ce jeu de civilisation, il y a des vidéos où il explique voilà, de quoi il est parti, qu'est-ce qu'il voulait mettre dans les jeux, dans son jeu, qu'est-ce qu'il aime dans les jeux de civilisation, qu'est-ce qu'il n'aime pas, donc qu'est-ce qu'il voulait mettre et qu'est-ce qu'il ne voulait pas mettre. Et il donne des exemples d'autres jeux de civilisation et c'est très instructif, pardon, très intéressant. Et il m'a fait connaître du coup des jeux de civilisation que je ne connaissais pas. Et donc il m'en a fait acheter aussi, merci. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un jeu assez particulier et qui va vraiment être différent de tous les autres jeux de civilisation, que ce soit dans son approche, dans ses mécaniques, dans sa vision, dans sa philosophie vraiment. Alors on commence par le matériel. Je vais enlever la boîte. Pareil, hein, le matériel, c'est pas je vais pas passer tout en revue, c'est juste parler du matériel très rapidement. Tapestry, il est connu pour son matériel. Il a beaucoup de cartes. Vous voyez, là, il y a un gros paquet. Il n'y a même pas les cartes de la dernière extension, puisque je joue jamais avec. Donc, il y a beaucoup de cartes. Ça, ce sont les cartes, évidemment, fresques. Il y a les cartes technologie, donc pareil, il y en a beaucoup aussi. Il y a des tuiles pour mettre sur le terrain. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà. Donc il y a les tuiles espace, les tuiles terrain. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors ça fait pas partie du jeu. Hein. Les inserts comme ça fait pas partie du jeu. Il y a d'autres cartes carrées pour l'extension art et architecture. Il y a des cartes bleues d'objectifs qui avaient été apportées par l'extension manœuvre et manigance, si je me souviens bien. Il y a tout un paquet de cartes encore pour l'automa. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et les cartes sont de très bonne qualité. Voilà, donc c'est important de le dire. Il y a tous les pions relatifs aux joueurs. Donc que ce soit les avant-postes, que ce soit les bâtiments, que ce soit les petites ressources. Voilà. Et après, il y a des cubes pour différentes choses. Donc ça, c'est bien aussi. Il y a le plateau de jeu, évidemment. Il y a toutes les cartes des différentes
factions que l'on peut jouer, et il y en a là aussi énormément, en espèce de carton un peu souple là, mais rugueux, j'aime vraiment beaucoup. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a les plateaux dans le même matériau pour les civilisations, les capitales en fait des civilisations, donc il y en a aussi un certain nombre. Et puis évidemment, la chose la plus impressionnante dans ce jeu, ça va être les monuments, c'est-à-dire ces figurines qui sont déjà pré-peintes, qu'on va construire dans notre capitale. Voilà, qui sont de belles tailles en plus, hein, vous voyez, celles-ci, elles sont grosses. Hein. Après, il y en a des plus petites, évidemment. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a toute cette boîte-là. Il y a deux autres boîtes, voilà, que je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. Bref, le matériel premium. Voilà, c'est un très bon matériel. Le jeu est cher, hein. Je crois que le jeu de base, on le trouvait dans les entre 80 et peut-être 90 €. Donc c'est quand même un jeu relativement cher, mais pour l'époque. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve avec des jeux qui dépassent très facilement les 80 €. Et le matériel, il n'est pas à la hauteur. Hein. Donc là, évidemment, je vous présente le matériel total avec toutes les extensions. Mais dans le jeu de base, il y avait déjà la même qualité de cartes. Il y en avait un tout petit peu moins, évidemment. Il y avait déjà les figurines, il y en avait un tout petit peu moins, évidemment. Mais la qualité est au rendez-vous. Donc il n'y a vraiment pas de problème de prix avec ce jeu par rapport à ce qu'il propose. Ces mécaniques, c'est quoi? Vous allez voir que c'est des mécaniques très particulières par rapport à un jeu de civilisation. On n'a pas, comme souvent, un nombre d'actions à effectuer à notre tour parmi des actions disponibles. Là, on va tout simplement effectuer une action par tour. Et c'est un système que j'en avais parlé dans la mécanique sympa qui était consacrée à ce jeu. Si on s'éloigne du plateau, on voit qu'il y a des pistes de développement sur le tour, plus celle qui est rajoutée par l'art et architecture. Et en fait, l'action unique de notre tour, ça va être d'évoluer sur une de ces pistes. Donc là, on a la piste d'exploration. Ici, on va avoir la piste scientifique, la piste militaire en haut et la piste technologique ici, et la piste des arts ici. Donc une action, on se développe, on avance. Et donc, par exemple, si je passe en début de partie, si mon pion en début de partie, donc forcément il va être ici à 0, si je décide d'avancer dans l'exploration, je vais dépenser la ressource qu'il faut pour avancer. Donc ici, c'est en début, donc c'est une ressource au choix, une seule, et on avance. Et c'est ce qui nous fait découvrir la reconnaissance. En fait, les différentes technologies sont inscrites sur le plateau, on y reviendra plus tard. Et on obtient certaines récompenses. Et on avance comme ça. Et plus on avance, plus on devient puissant dans le domaine qu'on choisit. Voilà, donc c'est très particulier, mais du coup, c'est extrêmement simple. Parce que expliquer le jeu à quelqu'un, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire, voilà, tu dépenses, tu regardes la ressource, tu regardes le bonus que tu veux obtenir, tu dépenses, tu avances. Voilà, c'est fini. La principale difficulté, au final, c'est les icônes. Mais les icônes, il n'y en a pas tant que ça, et elles sont faciles. Hein. Vous voyez, c'est soit un modèle de carte, ça veut dire tu pioches une carte, soit un modèle de bâtiment, tu gagnes un bâtiment, soit un modèle de tuile, tu gagnes une tuile. Voilà, vraiment très très simple. Et c'est ce qui fait son originalité, je trouve, et ça marche très très bien. Par rapport à la difficulté de ce jeu, c'est un jeu qui est très facile à expliquer, très facile à prendre en main, mais pas forcément facile à jouer, parce qu'il est très profond, et effectivement, pour établir une stratégie, c'est pas si simple, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, les tuiles, les pistes de développement, il faut savoir où on va pas y aller à l'aveugle, on va essayer de voir un objectif qu'on veut atteindre, et donc essayer d'avancer sur cette piste-là. À cela, on va ajouter notre peuple que l'on va jouer. Par exemple, là, j'ai pris les élus pour l'exemple, parce que c'était le premier de la pile. Hein. Donc lui, il va avoir
une capacité spéciale. Donc forcément, ça va nous aider à nous développer dans une stratégie particulière. À ça, on va ajouter notre plateau joueur où, là aussi, il y a des informations avec des bâtiments ici qu'on va construire et donc des bonus qu'on va gagner. Et puis, il y a notre tuile de capital sur laquelle on va construire justement ces bâtiments-là, plus les monuments, c'est-à-dire les gros avec les figurines là-dessus, pour effectuer, pareil, remplir des cases, compléter des lignes et des colonnes pour gagner encore des choses. Donc, le jeu est facile à expliquer, est facile à comprendre, mais pour faire une bonne partie, pour marquer beaucoup de points, ça demande un petit peu d'expérience. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend partie après partie à mieux comprendre le jeu et savoir plus facilement où on veut aller. J'aime bien développer aussi un petit point sur la fin de partie, comment on gagne et à quel moment on gagne. Là, c'est relativement simple, en fait, on joue des airs. Il y a plusieurs âges à jouer, et donc, une fois qu'on a terminé le dernier âge, c'est fini, on regarde les points, puisque dans ce jeu, encore une fois, on marque à la fois des points pendant le cours de la partie, et puis à la fin de chaque âge, on fait un décompte de points. Donc à la fin, ça va relativement vite pour compter les points aussi, ça c'est important je trouve. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5. Le mode solo fonctionne très très bien. Il est très facile à mettre en place. C'est un système d'automat. On pioche une carte, on regarde ce qu'il fait. Tout simplement, on regarde sur quelle piste il avance et quelle action il fait. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et comme d'habitude, dans un jeu de civilisation, le mode solo, il est surtout là pour s'entraîner, on va dire. On va pas se mentir, pour s'entraîner, pour voir l'automat vers quoi il va, pour avoir une idée de ce qui marque le plus de points, parce qu'évidemment, l'auteur qui a mis en place cet automat, lui, il sait ce qui est le plus efficace, et donc l'automat, c'est ce qu'il va faire. Donc on voit très bien comment l'automat joue pour savoir vers quoi il faut aller. Mais voilà, comme tout jeu de civilisation, idéalement, le jeu prend toute son envergure et tout son intérêt à minimum 3, mais pour moi c'est 4. Voilà, la configuration idéale, moi, pour un jeu de civilisation, c'est à partir de 4 joueurs. C'est là où c'est pas trop déséquilibré, dans le sens où on peut pas se mettre à 2 contre 1, par exemple, quand on joue à 3. Jouer en duel à un jeu de civilisation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, franchement. C'est pas très intéressant. Donc à partir de 4, c'est là qu'il y a des interactions, c'est là qu'il y a des choses. Et surtout, il y a aussi la possibilité de ne pas pouvoir surveiller ce que font les autres joueurs. Et ça, je trouve ça très intéressant dans les jeux de civilisation. Quand on est à 4 ou 5 joueurs, on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas tout contrôler. Si moi, ma capitale, elle est ici, le joueur qui va être en face, j'aurai très peu de contrôle sur lui. Et si je le vois se développer dans un sens, j'aurais du mal à le contrer. Voilà, donc, et en même temps, on ne peut pas tout surveiller, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà pour la présentation rapide du jeu, je ne veux pas en faire trop non plus. On va entrer directement dans le vif du sujet. Dans la description d'un jeu de civilisation, dans tous les aspects que j'avais listés, et on va voir Tapestry où il se situe par rapport à ça. Donc, premièrement, dans les jeux de civilisation, ce qui est souvent mis en place, c'est on joue des civilisations. Il y a souvent un côté historique dans un jeu de civilisation, puisqu'on recrée ou on modifie l'histoire de l'humanité à partir souvent de l'Antiquité, parfois encore plus tôt, mais souvent ça part à l'Antiquité. Et ici, c'est pas du tout le cas. Ici, il n'y a pas du tout de notion d'histoire, ni même de temporalité. Alors ça, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur la chronologie et le réalisme par rapport à ça. Mais dans Tapestry, quand je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne joue pas une civilisation antique. Là, on joue un peuple
on joue les élus. Donc en gros, on est thématiquement, on est sur quelque chose, on va dire que c'est presque du post-apo, mais sans, comment je veux dire, comme si on repartait de zéro, mais en ayant quand même des connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Du post-apo où on a tout perdu, on repart de zéro, mais on a quand même des connaissances du passé. On ne doit pas tout réapprendre. Il y a quand même un héritage. C'est comme ça que j'essaie de l'imaginer, ce jeu, parce que vous allez voir que c'est très particulier. Par exemple, là, on parle des élus. Les premières tribus de l'humanité, ils s'en foutaient de ce qu'étaient des élus. Là, on voit les artistes. Vous voyez très bien que en jouant des artistes, on n'est pas dans une frise chronologique logique. On peut aussi jouer les futuristes. Donc vous voyez, eux, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il y a vraiment tout un mélange comme ça qui fait qu'il n'y a pas de composante historique réelle. Et c'est très... il y a un côté un petit peu réaliste, mais un côté un peu fiction qui est pas désagréable. Voilà, ça me pose aucun problème de mon point de vue. Ce qui nous amène à la symétrie. La symétrie, c'est un point qui est vraiment important dans les jeux de civilisation. Les joueurs, ils aiment ça. J'aime ça aussi. Même si ça peut être intéressant de partir tous avec la même chose, parce que du coup, c'est vraiment notre stratégie, puisqu'on part tous avec exactement la même chose, c'est notre stratégie et notre façon de jouer qui va faire qu'on va être meilleur que les autres. Et donc ça enlève tous les déséquilibres du jeu. Mais la plupart des joueurs, je pense qu'ils préfèrent une asymétrie. Et souvent, ils mettent ça dans un point fort d'un jeu. Le jeu est asymétrique, on entend ça partout. C'est un argument de vente même au niveau des producteurs. Le jeu est asymétrique. Alors qu'en fait, quand on regarde le jeu après, il n'y a pas d'asymétrie. C'est genre, il y a deux ressources de départ qui sont différentes. Waouh, super. Mais voilà, les jeux vraiment asymétriques, il y en a très peu. Mais quand il y a une asymétrie de départ, c'est déjà sympa, ça peut orienter vers des choses. Donc qu'en est-il de Tapestry? Tapestry, il y a évidemment une symétrie de départ, puisqu'on se doute bien que des futuristes ou des fêtards, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs dans la vie. Mais dans le jeu, en fait, c'est juste que ça va être une orientation. Par exemple, alors je me souviens pas, je les connais pas par cœur, mais vous voyez, par exemple, les futuristes commencent leur civilisation par de mystérieuses avancées significatives. Voilà, donc en fait, eux, ils commencent, ils ont déjà, ils ont de l'avance. Voilà. Ce sont les futuristes. Ils ont de l'avance, technologiquement parlant, sur les autres. Les fêtards, eux, c'est un peu différent. Ils célèbrent constamment l'amour et la vie. C'est les hippies en fait. Plus le festival est long, mieux c'est. Avancer un pion au choix d'une case vers le haut, bénéficier. Ok, voilà, donc on a une mécanique qui est différente, on a des pions ici, et on va choisir à certains moments du jeu si on monte ici pour prendre des ressources, ou plutôt des tuiles ou des cartes, ou plutôt des points de victoire. Vous voyez ? Donc ça permet de moduler un petit peu notre stratégie et de voir, de s'adapter à certaines choses. Voilà. Et elles sont toutes différentes. Alors, parlons de l'équilibrage du jeu. C'est un gros point négatif pour beaucoup de joueurs. Tout le monde dit que ce jeu est déséquilibré. Moi, vous me connaissez, j'en ai déjà parlé, je m'en fous complètement. C'est d'ailleurs pour ça que je me fous complètement du rééquilibrage des civilisations qui sont sorties là en anglais, qui ne vont pas être traduites puisque Matago, qui détenait les droits pour ce jeu, a lâché la licence.
Pour eux, c'est une licence qui rapporte pas assez d'argent. Bah, honte à vous, Matagot. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi satisfaire des clients. Et il y a beaucoup de joueurs qui en veulent à Matagot pour ça. Bah tant pis, c'est comme ça. Donc moi, si les équilibrages des civilisations ne sont pas traduits en français, je m'en fous complètement. Si elles le sont un jour, je les prendrai. Mais je n'irai pas les acheter en anglais, je n'irai pas m'amuser à les traduire. Je m'en fous, moi je m'amuse très bien avec ce qu'il y a dans le jeu. Même s'il y a des déséquilibres, qui avaient été légèrement, partiellement revus au fil des extensions. Certains peuples commençaient avec une ressource de plus, d'autres avec 2 points de moins, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des écarts qui pouvaient se faire. Mais moi, c'est pas grave ça. Moi, c'est pas grave. Je me fous que ce soit pas complètement équilibré. Sinon, à ce moment-là, on joue avec un jeu où il y a 0 asymétrie. On peut pas avoir un jeu avec de l'asymétrie et un jeu équilibré, c'est pas possible. Ou alors, il faut aussi jouer avec des joueurs qui ont tous exactement le même niveau, le même nombre d'heures sur le jeu. Sinon, c'est déséquilibré aussi. Vous voyez, donc comment on fait à ce moment-là? Donc non, c'est pas très grave. Le but, c'est de faire au mieux avec ce qu'on a. Et si on a une civilisation qui est un peu plus difficile à jouer, eh ben, soit on la change, si on ne se sent pas de la jouer, soit on en donne une plus facile, puisque justement, on sait qu'il y en a des plus faciles que d'autres. On donne une plus facile à un joueur qui va être un peu plus débutant sur le jeu, et on s'arrange comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui doit jouer le rôle de maître de jeu, faire en sorte que tout le monde s'amuse autour de la table, et donc on essaie d'équilibrer comme ça. Après, voilà, il y a toujours des gens qui se plaignent, on ne pourra pas faire autrement. Donc ici, on est sur une asymétrie de départ. Au niveau des civilisations, on n'a pas d'objectif caché, à part ce qui venait avec manœuvre et manigance, où on avait juste un petit objectif, c'est-à-dire un bâtiment qu'on pouvait construire en cours de partie. Voilà, c'est le seul truc un peu caché qu'on avait. Donc ça, voilà. Encore une fois, c'était là pour, d'après Jamie, c'était là pour ajouter un petit objectif à court terme. Par exemple, le moulin, ben voilà, je sais que je vais gagner ce moulin quand j'aurai atteint le niveau 2 sur 2 pistes. Voilà. Et donc, ça nous dit, bah ok, si je pioche ça, le moulin, c'est quand même important, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place sur notre capitale, donc qui va nous aider à construire notre ville. Donc, on va faire en sorte de se développer sur 2 pistes. Et pourquoi pas uniquement 2 pistes, choisir les 2 pistes et s'y tenir, et établir une stratégie autour de ça, par exemple. Voilà, donc ça chamboule pas complètement le truc, mais ça a apporté une petite orientation à court terme. Voilà. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du matériel, on va parler du plateau et des tuiles, et du fait d'avoir avec nous un 3X, un 4X ou moins. Alors ici, on a à la fois plateau et à la fois tuiles. Donc vous avez vu qu'on a un plateau avec la piste de score et les pistes de développement, mais on a aussi sur le plateau, il y a aussi des terrains de départ, où on va placer une capitale et on aura 3 terrains connus autour. Et puis, sur ce plateau, on va au fur et à mesure placer des tuiles pour explorer. Et vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai fait de 4X ou pas 4X sur Tapestry. Donc vous savez que dans Tapestry, on peut explorer, c'est-à-dire qu'on va rajouter des tuiles et le terrain va s'agrandir comme ça. Par exemple, là, on découvre une île, puis on va découvrir, on va traverser, puis on va arriver sur une autre île. C'est à peu près des archipels, on va dire, hein, avec des îles, ça va être un peu biscornu. Il n'y a pas de règle de placement, on fait comme on veut. On peut la mettre où on veut autour d'un territoire qu'on contrôle évidemment. On peut la tourner comme on le souhaite. Il y a juste une notion de point de victoire par rapport à la tuile, si on la fait matcher, si on la fait correspondre, pour ceux qui préfèrent les mots en français. Par exemple là, je mets une forêt qui correspond à une forêt, ça va me faire marquer un point de victoire, et on peut faire ça sur chaque côté de la tuile. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va orienter
notre tuile et on va la choisir parmi les tuiles qu'on va avoir dans notre réserve. Donc c'est une exploration, mais c'est pas une exploration aléatoire dans le sens où il pourrait y avoir des tuiles comme ça et quand on découvre, on retourne la tuile et on fait avec ce qu'on a. Non, là quand on explore, on pioche des tuiles, on les a dans notre main et ensuite on choisit celle qu'on veut mettre pour soit pour son bonus, soit pour faire correspondre les terrains et marquer des points. Donc c'est encore une façon un peu différente de proposer de l'exploration et j'aime beaucoup ça. Et donc là on est sur un 4x. On est sur un 4x puisque on va poser des tuiles pour explorer, on va prendre les ressources qui sont sur la tuile qu'on a posée, donc on va exploiter les ressources. Voilà, donc on va choisir souvent par rapport aux tuiles, par rapport à la ressource qui est sur la tuile. On va s'étendre en posant des avant-postes. Donc si on commence ici, notre capitale, on a 2 avant-postes pour symboliser notre capitale, et on va s'étendre au fur et à mesure sur les terrains adjacents. Donc si par exemple je reprends une tuile au hasard, là, voilà, tac, et je vais aller m'installer sur cette tuile ici, et en faisant ça, déjà quand je vais la découvrir, je vais gagner la ressource, donc exploitation de ressources, et puis expansion quand je vais venir mettre un avant-poste ici. Alors là il est dans l'eau, mais on s'en fout, hein. Potentiellement il est là. Et on va donc s'étendre au fur et à mesure du territoire. Et puis à un moment donné, on va se taper avec un autre joueur qui va être à côté de nous. Si lui par exemple il est ici, sur la même île, il avait conquis ce territoire. Il faut que j'arrête de dire des mots qui ne sont pas français aussi, parce que sinon on va me reprendre. Ce territoire ici, à un moment donné, on va se faire la guerre. Et vous l'avez vu aussi dans cette vidéo où je présentais les mécaniques du 4x. La guerre aussi est très particulière dans ce jeu, et on y reviendra un petit peu plus tard quand on va parler justement de la guerre. Donc ça sent bon quand même ce Tapestry, parce qu'il y a un super matériel, il y a énormément de choses, de richesse, de profondeur dans le jeu. Il y a beaucoup de peuples différents à jouer, avec une asymétrie, avec un 4x, un vrai 4x, donc ça amène beaucoup de choses. Maintenant, on va revenir sur l'idée de réalisme et de chronologie historique et d'arbre de progression ou de développement. Alors, là, dans ce jeu, justement, c'est différent des autres jeux qu'on peut avoir où il y a une composante historique, dans Civilization, dans Clash of Culture, dans d'autres jeux de civilisation que je pourrais vous citer parce que j'en ai quelques-uns. Souvent on essaie de s'inspirer de ce qui s'est passé au cours du développement de l'humanité. Là c'est pas le cas. La chronologie elle est inexistante dans ce jeu puisque on va vite s'en apercevoir. L'ère 1 elle n'a pas de nom, l'ère 2 elle n'a pas de nom, l'ère 3 elle n'a pas de nom, et surtout elle sera différente selon les joueurs. Si je vous montre mon plateau de jeu, alors je vais juste tourner là, voilà, pour pas tout défaire, voilà. Le plateau de jeu, voilà comment il se présente. On a ici nos ressources, en haut, et nos bâtiments de ressources. En bas, on a le comptage des ressources. Et ici, on a les différentes fresques qu'on va mettre en place, qui vont symboliser les différentes aires. Au début, on commence avec la maîtrise du feu. Donc c'est la seule notion de temporalité qu'on a. On a l'impression d'être à l'âge du feu, la découverte du feu. Vous voyez, on a un homme préhistorique avec un feu ici. Donc on se dit, ok, on part depuis la découverte du feu. Effectivement, mais à partir de là, il n'y a plus de logique, c'est le chaos total. C'est-à-dire que au fur et à mesure du jeu, on va piocher des cartes fresques. Le jeu s'appelle Tapestry, ça veut dire fresque en français.
Et sur la boîte, il nous dit même la grande fresque des civilisations. Parce que l'idée, c'est de dessiner une fresque qui va représenter notre histoire, et non pas l'histoire de l'humanité, notre histoire. Et donc, effectivement, on va partir de la maîtrise du feu, mais vous avez bien vu que si on joue les futuristes, commencer à la maîtrise du feu, c'est un peu bizarre. Ben, en fait, c'est ça, Tapestry. Tapestry, il ne faut pas avoir peur des choses contradictoires, des choses un peu hors du commun. Et c'est pour ça que j'aime imaginer qu'on est dans un monde post-apocalyptique où on repart de la maîtrise du feu. Il faut tout réinventer, tout reconstruire, mais en même temps, on a un héritage. C'est-à-dire que les futuristes, eux, par exemple, ils vont commencer avec des connaissances plus évoluées que les autres. Voilà, parce qu'ils s'en sont peut-être mieux sortis après un certain cataclysme qui se serait passé, alors que d'autres vont commencer, ils vont partir sur d'autres choses. Et effectivement, quand on parle de la maîtrise du feu, ça veut juste dire que on ne connaît rien, en fait, on ne connaît plus rien. Enfin, si, on le connaît, mais il faut le refaire, le reprogrammer, le réinventer, le reproduire, etc. Donc, on va piocher des cartes fresques, et à la fin de chaque âge, on va, parmi nos fresques qu'on aura piochées au cours de la partie, on va choisir laquelle on va jouer pour notre stratégie. Par exemple, là, j'en ai pris 3 au hasard. On a le capitalisme. Bon, le capitalisme, ça, on sait bien ce que c'est. Hein. D'ailleurs, l'illustration est chouette. Hein. C'est une caisse enregistreuse. Avec là, on voyait des légumes. Il y a des gens qui font. Les illustrations sont très belles dans le jeu. Hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure au niveau du matériel. On y reviendra à la toute fin de la vidéo. Si on met en place le capitalisme, voilà, lorsque vous gagnez vos revenus, on gagne 2 points de victoire par or gagné. Mais lorsque vous gagnez un bâtiment économique, on gagne aussi une ressource d'or. Donc là, on est orienté sur l'or. La technocratie, là, c'est une autre chose, on va gagner autre chose. Le pillage et le saccage, là, on voit bien que c'est quelqu'un qui va être plus militariste, qui va, lorsque vous renversez l'avant-poste d'un adversaire, on gagne le résultat des 2 dés au lieu de 1 des 2. Les embuscades ne peuvent pas être jouées contre vous. On ne peut pas être pris dans une embuscade. Donc là, vous voyez quelqu'un qui a cette carte. Soit il s'est déjà développé dans le militaire et ça va tomber bien pour lui. Ça va encore booster sa stratégie belliqueuse. Si ce n'est pas le cas, qu'il s'est développé uniquement dans la technologie ou dans la science, cette carte, il ne va pas la jouer. Il ne va pas s'en servir. Donc il va l'utiliser pour autre chose, pour la défausser à un moment s'il a besoin. Il va jouer peut-être autre chose. Et vous voyez que après la maîtrise du feu, on peut tout simplement, directement, passer au capitalisme. Voilà. Ok. Donc maîtrise du feu, capitalisme. On a sauté des étapes. Oui, c'est ça en fait, Tapestry. Il n'y a pas d'ordre. On fait ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on dessine la fresque. Et vous voyez que les terrains... Alors, normalement, ils correspondent là, elle ne correspond pas, ça là. Parce qu'il y a la montagne au début. Mais voilà, on va faire suivre ça, et puis on va avoir une belle fresque qui va raconter l'histoire de notre civilisation. Voilà. Donc, ne cherchez pas du réalisme dans ce jeu, même si le capitalisme correspond à gagner plus d'or, ça c'est logique, mais il n'y a pas de progression logique temporelle, on va dire. La même chose pour les cartes technologie. Dès le début de la partie, il y a plusieurs cartes technologie qui sont proposées à la découverte. Donc là, on a de la peinture à l'huile qui vient avec l'extension art et architecture. On a l'ampoule et on a les clous. Voilà. Donc dès le début de la partie, on peut se projeter en disant, nous, notre civilisation, elle va à un moment donné bénéficier de ces technologies-là, c'est-à-dire avoir de la peinture à l'huile qui nous permettra de gagner des ressources et d'avoir un bonus par rapport à l'extension art. On va être capable de créer des ampoules et on va être capable de construire des clous.
Donc ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, en début de partie, on a le choix entre ces trois-là. Mais on ne les obtient pas tout de suite. Par exemple, donc là c'est un exemple, j'aimerais peut-être en prendre une autre qui donne plus de différence. Une qui serait plus évoluée, on va dire. Là il y a l'irrigation, le papier, les transistors, voilà, les transistors. Donc vous voyez, entre les clous et les transistors, les deux peuvent être proposés en même temps. Vous voyez? Et ça, je sais que ça gêne certains joueurs, mais en fait, il faut le voir différemment. Quand on pioche une de ces cartes, on ne construit pas les transistors, on ne construit pas les clous. C'est quelque chose qu'on a déjà connu par le passé. Comme je vous dis, pour moi, ce jeu, il vient après un cataclysme. Donc, ils savent déjà que les clous, ça existe, les transistors, ça existe, la peinture à l'huile, ça existe, puisqu'ils les utilisaient dans le passé. Mais il va falloir repartir des matières premières, grâce à nos connaissances, pour retourner vers ça. Et c'est comme ça, moi, que je vois le jeu. Et en le voyant comme ça marche complètement. Les clous, par exemple, quand on prend cette carte, on n'a pas les clous. Au début, on n'a rien. Puis, on va faire évoluer une de nos technologies. Et quand on fait ça la première fois, on gagne une carte. Donc là, il se trouve que c'est une carte tapisserie. Et puis, la deuxième fois qu'on l'a fait évoluer, on gagne un bâtiment. Voilà. Et on peut dire que c'est à ce moment-là qu'on a découvert les clous. Vous voyez, on est capable de construire des bâtiments. On gagne un bâtiment parce qu'on peut construire plus facilement. Bon, voilà. Et pour arriver là-haut, il y a un prérequis, il faut avoir un niveau 2 en technologie pour pouvoir y arriver, nous ou quelqu'un d'autre de la partie. Voilà, il faut que quelqu'un soit déjà arrivé à un certain niveau pour pouvoir en profiter. Voilà. Et donc les transistors, c'est la même chose. Quand on prend la carte transistor, on ne gagne rien, puis on gagne de l'or, et à la fin, à condition d'être au niveau 4 sur la piste militaire, nous ou quelqu'un d'autre dans le jeu, enfin dans nos voisins en fait, hein, c'est nos voisins. Il y a une notion de voisin aussi à gauche et à droite. Et à ce moment-là, on aura un bonus et des points de victoire, et là on aura les transistors. Voilà. Mais niveau 4, ça n'arrive pas tout de suite. Donc même si on prend la carte dès le début, les transistors, on sera au niveau élevé que quand on sera vers la fin de partie. Il faudra qu'on ait évolué beaucoup sur la piste militaire. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas, ils découvrent pas les transistors, ils n'ont pas déjà l'idée de construire des transistors à l'ère de la découverte du feu. Non, ce sont des peuples qui ont déjà vécu, qui ont déjà des connaissances. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se dire, mais attendez, nous on connaissait l'électronique, ça existait, on va retourner vers l'électronique. Et donc on reconstruit tout de zéro. Voilà, c'est comme ça que je vois le jeu, moi, en tout cas. Mais effectivement, il n'y a pas de logique temporelle. Voilà, il n'y a pas de... Comme on voit souvent dans les jeux de civilisation, on commence par l'agriculture, la pêche, la chasse, l'irrigation, les fortifications, les catapultes, etc. Non, là, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette notion de temporalité, de réalisme, qui peut décontenancer certains joueurs, et je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Ensuite, on parle des gestions de ressources. Comment les ressources sont gérées dans ce jeu? Est-ce qu'il y a une construction de ville, puisqu'on a vu que c'était un 4X, et dans un 4X, on s'étend, et donc souvent on s'étend en construisant des villes, et on agrandit notre territoire comme ça, avec de plus en plus de villes. Est-ce qu'il y a une construction de bâtiments spécialisés pour encore aller appuyer encore plus sur une stratégie avec des bâtiments scientifiques, des bâtiments militaires, etc. Et est-ce qu'il y a la présence de merveilles mondiales? Dans les jeux de civilisation, il y a toujours les jardins suspendus, il y a toujours les pyramides, voilà. Et donc, Tapisserie, encore une fois, il se démarque. La gestion de ressources,
elle est très basique. Il n'y a pas vraiment de logique dans la gestion de ressources. C'est par exemple, soit on va explorer un terrain, par exemple j'en prends un au hasard, je vais en prendre quelques-unes comme ça, je peux vous en montrer. Voilà. Donc par exemple une tuile comme ça, on va découvrir ici, on va explorer, on va trouver une forêt avec une plaine, il y a un champignon, bon ben on trouve de la nourriture. Et donc on augmente de 1 notre niveau de nourriture. Voilà. Mais ça peut être autre chose, ça peut être de la population. Voilà. On arrive ici, probablement qu'on trouve une tribu qui nous rejoint, et donc ça nous fait augmenter de 1 notre population. Mais ça peut être une carte technologie. Alors comment on peut thématiquement valider ça, on va dire en fait, tout simplement, comme dans Civilisation, par exemple, on trouve une tribu qui a déjà développé quelque chose, et donc on s'en inspire, ou on lui vole, comme vous voulez, et donc on a une carte techno qui se rajoute, etc., etc. Donc la gestion de ressources, c'est ça, et ensuite, donc il y a 4 ressources, la nourriture, la population, l'or et la culture, et on va les dépenser pour avancer sur les pistes. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, pour avancer au niveau 1, il faut dépenser une ressource au choix, puis au niveau 2 de l'exploration, il faudra obligatoirement de la nourriture et une ressource au choix, puis une nourriture et 2 ressources au choix, et enfin 2 nourritures obligatoirement. Et donc, pareil, chaque piste a sa ressource associée, l'or pour la technologie, la culture pour le militaire et la population pour la science, et ça va nous permettre d'avancer de plus en plus sur ces pistes-là. Pour la construction de villes, il y a en fait 2 systèmes de construction dans Tapestry. Premièrement, quand on va s'étendre, ce ne sont pas des villes qu'on va construire, ce sont des avant-postes. Donc c'est juste, on rajoute juste en fait un bâtiment pour dire qu'on contrôle ce territoire, et c'est comme ça qu'on s'étend, et il ne sert à rien d'autre que juste contrôler le territoire. Mais après on a comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le plateau qu'on appelle capital, où chaque joueur va, en début de partie, obtenir un plateau capital. Donc là c'est celui qui correspond à la montagne, alors je vais vous le montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est un tableau en fait, tout simplement. Donc là c'est les montagnes, un tableau avec des zones constructibles, ce sont les petits carrés qui sont là, des zones inconstructibles avec les points rouges qui sont là. Et donc on va placer nos bâtiments et nos monuments dans les carrés qui sont là. Voilà. Donc c'est un petit jeu dans le jeu, un petit Tetris que j'aime beaucoup. Par exemple, à un moment donné, on pourrait avoir la possibilité de construire une ferme. Moi, je prends un bâtiment qui correspond à la ferme et je vais le placer sur un des carrés qui est là. Voilà. Et puis, selon comment on les positionne, on va gagner des bonus. Voilà. Soit en remplissant des carrés complets, des carrés de 3 par 3, soit en complétant des lignes ou des colonnes. Voilà. Donc on va construire notre ville sur ce plateau, sur ce terrain qui est notre capitale. Et après, c'est tout. Il n'y a pas de contrainte autre que ne pas les mettre sur des points rouges. Voilà, donc on va placer des bâtiments comme ça, et puis, même chose, on va placer les monuments qui, eux, finalement, remplacent les merveilles. Ils sont plus gros, et ils prennent plus de place, donc directement, on peut les mettre, vous voyez, comme ça, bim, il prend toute une place sur le plateau, voilà. Et après, on se retrouve avec une dimension 3D dans notre ville qui est vraiment très sympa, quand on va avoir des bâtiments comme ça, construits au fur et à mesure. Donc on va avoir des bâtiments de production et puis des gros bâtiments qui évidemment font office de merveille. Alors là je pourrais pas le mettre, mais c'est juste pour montrer. Tac, voilà. Et voilà comment on construit notre ville. Donc finalement on n'a qu'une seule ville qui est notre capitale, des avant-postes pour s'étendre, et les bâtiments spécialisés, ils sont au nombre de 4, les marchés, les fermes, les maisons, et puis les arsenaux militaires. Voilà. Et donc, ils vont nous orienter vers notre stratégie aussi, puisque quand on construit
une ferme, on le prend de notre plateau joueur. Donc il y avait une ferme qui était positionnée ici. Donc à chaque fois qu'on construit des fermes, au début on connaît la chasse, voilà, mais à la première ferme qu'on construit, ça nous amène l'agriculture et donc une ressource de nourriture en plus au moment où on va récolter nos ressources à la fin de chaque âge. Voilà, donc tout est lié dans ce jeu, vous l'avez bien vu. La nourriture est liée à la piste d'exploration et à la piste et au bâtiment des fermes qui va donner plus de nourriture et donc plus de possibilités d'avancer sur la piste exploration. Et c'est comme ça que tout est intriqué dans ce jeu et comment on établit notre stratégie. Donc il n'y a pas de merveille, évidemment, puisque ça n'aurait pas de sens d'avoir le colosse de Rhodes ou le phare d'Alexandrie dans ce jeu, mais c'est remplacé par des bâtiments plus modernes qui font office de merveille par leur taille. Voilà, tout simplement. La présence de guerre. Alors non, je voudrais d'abord parler de l'arbre de technologie, puisque je ne suis pas revenu là-dessus, l'arbre de développement. Dans Tapestry, l'arbre de développement, il est disséminé un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une piste de développement ou un paquet de cartes, une rivière de cartes avec des technologies qu'on va piocher comme on peut avoir dans certains jeux. Là, c'est sur les pistes de développement qui sont là. Donc déjà, on avait un indice puisqu'on a une piste exploration, une piste militaire, une piste science, une piste art et une piste technologie. Donc ce sont déjà des branches de l'arbre de développement et chaque piste a des cases et qui correspondent à des choses. Par exemple, l'exploration, dès qu'on va, la première évolution qu'on va faire en exploration, ça va être une connaissance de reconnaissance pour aller explorer le terrain. Ensuite, on va avoir les radeaux. Voilà, donc on imagine bien que notre peuple est de plus en plus mobile, puisqu'après on a les chariots. Puis, quand on passe à l'âge 2, au niveau 2 de l'exploration, on a la navigation, puis les navires, puis les tunnels, puis les trains, les automobiles, les avions, et après on va dans l'espace. Donc là, il y a quand même, sur chacune des pistes, il y a quand même une logique qui se met en place. Vous voyez, par exemple, en technologie, la première c'est la poterie, puis la charpenterie, puis les outils en pierre, puis la métallurgie, le verre, l'acier, le caoutchouc, le plastique, l'électronique, voyez. Donc, il y a un côté comme ça où on retrouve des choses qu'on a l'habitude de voir, et en même temps, il y a un côté un petit peu chaotique, un peu abstrait, voilà. On a ça sur notre plateau joueur aussi, comme je vous le montrais tout à l'heure, puisque on a ici nos bâtiments de production, mais qui correspondent aussi à notre développement interne. Donc c'est encore 4 pistes différentes. Donc les fermes, je l'ai vu tout à l'heure, c'était la chasse, puis l'agriculture, puis l'élevage, puis la préservation, puis la fertilisation, et enfin la nourriture synthétique. Donc là, on a une progression, vous voyez. Donc Tapestry, les gens qui disent que c'est complètement abstrait, que machin et tout, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, ces gens-là, c'est assez bizarre quand même. C'est très facile de voir que on développe des choses dans certaines orientations. Ici, c'est la communication. Donc au début, vous voyez, c'est la symbologie. C'est juste où on fait des dessins dans une grotte. Le langage, on commence à parler. Puis l'écriture. Puis le téléphone. Puis les emails. Et enfin, les implants neuronaux, je pense. Je pense qu'ils ont voulu marquer. Neuronaux. Donc là, on a le troc, la monnaie, les banques, etc. Et là, on a la cérémonie, les courses, le sport d'équipe, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Donc on arrive, en fait, très facilement à voir que c'est pas si abstrait que ça. Il y a quand même des choses dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'il est il y a beaucoup d'informations partout, mais en même temps,
on peut se contenter de ne pas lire toutes ces informations et de juste dire « Ah ben j'avance sur cette piste, je gagne ce bonus et point barre ». Mais après, soit on joue RP, soit on joue pas RP, soit on a une imagination débordante, soit on se contente d'appliquer des mécaniques de jeu. Ça dépend de chaque joueur. Voilà. Ok, tout ça pour revenir à la présence de guerre. Alors dans Tapestry, il n'y a pas de guerre à proprement parler, mais tout à l'heure je vous ai dit que c'était un 4X. Bah oui, il y a quand même des batailles. Il y a quand même des batailles quand deux joueurs sont adjacents, ils peuvent s'attaquer, mais dans ce jeu on ne peut pas le faire quand on le souhaite. On ne peut pas attaquer un autre joueur, envahir un autre joueur quand on le souhaite. C'est vraiment notre position sur la piste militaire qui va le déterminer, et c'est ce symbole-là, vous voyez, en noir là, qui en fait est un symbole d'avant-poste noir. À chaque fois qu'on avance sur la piste et qu'on a atteint une case qui a ce symbole-là, on va pouvoir, si on le souhaite, envahir un voisin. Donc vous voyez, c'est quand même très limité. Et donc, stratégiquement, attention, il faut peut-être attendre le bon moment pour avancer, sinon on va perdre peut-être une action, si on n'a personne à envahir. Donc il y a quand même une réflexion à avoir par rapport à la piste sur laquelle on évolue, bien sûr. Et donc, si jamais ça se passe, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, si le joueur bleu envahit le joueur jaune, eh bien il gagne automatiquement. Voilà. Il n'y a pas de combat, de comparaison de force, etc. Non, non. Je t'envahis, bim, je renverse ton avant-poste et je mets le mien à la place. Et maintenant, c'est bleu qui contrôle ce territoire. Jaune ne peut pas se défendre. Il est obligé de subir l'attaque. Le seul moyen qu'il a de riposter, c'est d'avoir au préalable eu la chance de piocher dans les cartes Tapestry, donc dans les cartes fresques, des cartes qui s'appellent embuscade par exemple. Je prends embuscade parce que c'est les plus courantes. C'est-à-dire que si bleu essaye d'attaquer jaune, mais que jaune avait pioché au préalable une carte embuscade, il peut la sortir et dire « Bah non, c'était une embuscade, je t'ai attiré ici, tu tombes dans mon piège, et c'est moi qui garde le contrôle, et c'est toi qui... Je couche ton avant-poste. » Voilà. Maintenant, bleu peut avoir aussi, lui, dans sa main, une contre-embuscade. Il peut contrer l'embuscade. Alors, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. Donc, voilà, faites attention quand vous attaquez quelqu'un dans Tapestry, s'il a beaucoup de cartes fresques, s'il a joué une stratégie où il s'est dit « moi je vais piocher le plus de cartes fresques possible », parce qu'on n'oublie pas que c'est ce qui nous donne un bonus souvent passif pour l'air en cours, donc on essaie d'en avoir le plus possible pour avoir un choix le plus grand possible au moment où on va jouer notre carte fresque. Donc méfiez-vous, quand vous attaquez quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il ait gardé une embuscade sous le coude pour vous la sortir. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, on ne peut attaquer de territoire uniquement s'il y a moins de 2 avant-postes. C'est-à-dire que les capitales, on en met 2 justement pour dire qu'elles sont immunisées aux attaques, mais une fois qu'il y a eu une attaque sur un territoire, il ne peut plus y en avoir. C'est-à-dire que là, jaune va contrôler ce territoire jusqu'à la fin de la partie, plus personne ne peut venir lui contester. Il a repoussé une attaque, il est maintenant chez lui. Ou si bleu avait conquis ce territoire, il est maintenant chez lui et jaune ne pourra plus jamais reprendre ce territoire. Voilà. Donc la guerre est très punitive et en même temps tu prends le risque de te faire contrer et finalement de ne plus pouvoir venir de ce côté-là. Mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas de victoire vraiment militaire. On peut très bien avancer sur la piste militaire sans conquérir personne, juste parce qu'il y a des bonus qui nous intéressent un peu plus tard. Voilà, ça peut se faire aussi. Donc voilà pour la guerre, c'est très particulier dans ce jeu, mais au moins c'est très simple. Et il y a de plus en plus de jeux qui fonctionnent comme ça maintenant. Voilà, donc il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de détails de bataille, il n'y a pas de choses comme ça.
Donc voilà pour les aspects les plus courants des jeux de civilisation. Tapestry, il répond. On a vu qu'il y avait de la symétrie, il y avait C1-4X, il y a un arbre de développement, mais qui se partage à plusieurs endroits dans le jeu. Il y a une gestion de ressources, il y a une construction, pas de différentes villes, mais dans la capitale, on va construire des bâtiments spécialisés, des monuments qui font office de merveille, et puis on peut envahir et conquérir des territoires. Maintenant, dans la dernière partie de cette vidéo et de cette thématique de jeu que je passe à la loupe, pour les jeux de civilisation, j'avais mis certains points qui sont plus... Donc ces aspects qui sont, de mon point de vue, ce qui finalement va déterminer le degré de niveau d'un jeu de civilisation. Je m'explique. Tout ce qu'on vient de voir, c'est des choses qu'on va trouver dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de jeux de civilisation, notamment même des jeux qui ne sont pas des jeux de civilisation, mais qui se contentent d'appliquer une thématique de civilisation. Ok, pas de problème avec ça. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est des points qu'on va trouver dans les jeux de civilisation qu'on trouve en jeux vidéo, par exemple, qui sont beaucoup plus poussés, beaucoup plus pointus. Et donc, on regarde dans nos jeux de plateau s'il y en a qui vont sur ce terrain ou pas. Alors, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est le bonheur de la population, la gestion du bonheur. Moi, j'ai du mal à concevoir un jeu de civilisation sans avoir cette gestion du bonheur. Sinon, on pourrait faire tout et n'importe quoi. On fait comme si le peuple n'existait pas. C'est un peu bizarre. Et il se trouve que dans les jeux de civilisation en jeu de plateau, il y en a très peu qui ont intégré cette mécanique dans leurs règles. On a vu notamment que Civilisation, une œuvre nouvelle, n'en tient pas du tout compte, alors que c'est un excellent jeu de civilisation, mais par contre que Clash of Culture, lui, il avait intégré ça et de façon très intelligente. Alors Tapestry, lui, le bonheur, il n'en parle pas du tout. La population dans Tapestry, elle n'existe pas en fait. Il y a des cartes, donc des cartes fresques qui peuvent s'appeler par exemple, par exemple la dictature. Admettons, on décide de mettre en place une dictature. Bon on peut s'attendre à ce que il y ait un petit peu de réticence au niveau de la population. Alors là, nous dit quoi la carte dictature? Elle nous dit par exemple si on devient une dictature, au moment où on va poser cette carte, donc entre les âges, avancer sur une piste, gagner le bénéfice, on peut aussi gagner le bonus. Donc gratuitement, on avance sur une piste. Ok. Vos adversaires ne peuvent pas y avancer avant votre prochain tour. Voilà. Donc on va bloquer une piste pour les adversaires. Donc nous on avance et on bloque une piste pour les adversaires jusqu'à ce qu'on rejoue. Ok, bon. C'est un truc, ça nous donne un bonus, ça gêne un peu les autres joueurs, mais on n'a aucune contrainte à devenir une dictature. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y aurait d'autres cartes comme ça qu'on pourrait utiliser? Alors attendez, je regarde. Alors il y a des cartes, c'est vraiment marrant. Il y a par exemple le mariage arrangé. Ensuite, il y a des cartes comme la Renaissance, la migration, l'université, le colonialisme par exemple. Le colonialisme, il n'y a aucune répercussion sur un bonheur quelconque. C'est juste qu'on choisit une tuile territoire qu'on contrôle et on gagne la ressource dessus. Voilà, tout simplement. Il peut y avoir par exemple une carte comme la Révolution. Mais la Révolution, ça nous dit quoi? C'est au moment où on la pose, on gagne une ressource, ou alors on choisit jusqu'à 3 territoires où vos avant-postes ont été renversés. Donc voilà, là on se rebelle contre les autres. Mais c'est tout, sinon ça fait jamais... Il n'y a jamais vraiment de notion qui fait rapport au peuple en fait. Donc il n'y a pas ça dans ce jeu, il n'y a pas ça du tout.
Ensuite, un autre point que j'aime aborder dans les jeux de civilisation, c'est l'économie. Est-ce qu'on peut mettre en place une économie, et notamment une économie qui pourrait être poussée, notamment entre les différents joueurs, vraiment commercer entre joueurs et tout. Là non plus, c'est quelque chose qui n'existe pas. Là, on va juste avancer, faire gagner nos ressources, mais on ne peut pas se mettre en économie avec un joueur, envoyer des routes commerciales. Il n'y a pas d'interaction réelle entre les joueurs vraiment. Ça va être plutôt des conséquences de nos cartes fresques, mais sinon il n'y a pas d'interaction directe entre les joueurs. L'influence culturelle, est-ce que c'est quelque chose qu'ils intègrent dans ce jeu, de dire on peut, plutôt que d'aller sur le militaire, on peut influencer culturellement et renverser, prendre des territoires par l'art? Je ne crois pas non plus que ça existe, parce que en fait toutes les cartes, que ce soit les cartes art, les cartes, ce qu'on appelle les cartes chefs-d'œuvre en fait, les cartes technologie, les cartes fresques, ça va nous donner des bonus. Éventuellement ça peut avoir une action sur certains joueurs, mais sinon le but c'est que de nous donner des bonus. Par exemple en art, on dit influence culturelle, donc on pense à l'art. Les costumes. Les costumes, c'est pour avancer sur une piste. Ça nous donne des points de victoire, Le taupière, ça nous permet de conquérir un territoire qui est libre en fait. Voilà, des points de victoire, des ressources. Donc voilà, il n'y a rien qui nous fait interagir avec les autres joueurs et qui pourrait nous aider à conquérir, mais d'une façon différente, d'une façon pacifique. Les tapisseries, non, c'est pour gagner des ressources, vous voyez. Elles sont toutes dans le bordel là. Graffiti, la calligraphie, le baroque. Non, là on trouvera rien. Et je crois pas qu'on trouve non plus dans les cartes fresques. Je les connais pas toutes, mais il y en a beaucoup. Voilà, j'ai pas regardé si dans les nouvelles c'était quelque chose qui était intégré dans l'extension, dans les cartes qui arrivent avec la dernière extension, parce que c'est une extension que je ne jouerai quasiment jamais, je pense, parce que j'aime pas du tout en fait la thématique du côté. Elle s'appelle Futur et Fantasy, je crois, l'extension. Moi, j'aime pas trop la fantasy dans les jeux de civilisation, quoi. Donc voilà, je la jouerai quasiment jamais. Les cartes, je les mets de côté. Alors, je vais quand même regarder, on sait jamais, la pensée collective. Non, ça donne des trucs en plus. Le Haut Conseil. Il y a quand même des trucs qui peuvent être un peu plus sympas. Chaque joueur peut révéler une embuscade ou une autre carte riposte. Ouais, c'est bon, c'est pas non plus ouf. Et après, il y a des trucs comme les Gremlins et tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de jouer une carte qui s'appelle Gremlins, quoi. C'est trop bizarre. La grande bibliothèque des potions. Enfin bref, voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Là, il y a des monstres, des machins. Les muses. Les sociétés secrètes. Ok, vision de médium, la divination. Bon, après, pourquoi pas, hein, c'est marrant quand même. L'armée de zombies. Je regarde un peu comme ça, mais... Non, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien vraiment qui nous fait penser à des choses qui pourraient nous faire influencer les joueurs adverses. Donc il n'y a pas ça non plus. Et ensuite, il y a des notions comme la diplomatie, les alliances ou l'espionnage. Ça va juste être une carte en fait. Par exemple, il y a une carte qui s'appelle Alliance. Voilà. Donc pendant cette ère, je choisis un adversaire. Je ne peux pas conquérir, on ne peut pas se conquérir mutuellement. Et à chaque fois qu'il améliore une carte techno,
j'en gagne le bénéfice juste après lui. Donc ça c'est pas mal, mais il y a une seule carte qui s'appelle Alliance. Je signe une alliance avec un joueur, mais il n'y a qu'une seule carte. Donc franchement, dans tout ce paquet, il y a très peu de chances qu'on tombe dessus dans chaque partie. Mais par contre, c'est une super carte. Il y aurait pu en avoir plusieurs exemplaires de celle-là, ça aurait été sympa. Mais en même temps, ça aurait faussé un peu le jeu. La diplomatie, pareil. Lorsque je la pose, chaque joueur gagne une ressource. Je gagne également un bâtiment de votre plateau de revenus. Bon. L'espionnage. Quand je la pose, je copie la capacité d'une carte fresque visible sur un plateau revenu. Ok, bon. Et après, on a une carte qui s'appelle Maître Espion. Alors, on doit défausser cette carte de notre main lorsqu'un voisin atteint la fin d'une piste. Si vous le faites à la fin de mon tour, avancez sur cette même piste et gagner le bénéfice, ok. Et quand je la pose, si jouée comme une fresque, on gagne 5, puis on pioche une carte tapisserie. On peut la jouer maintenant en la plaçant sur cette carte, ok. Bon, ça donne des petits trucs, c'est pas ouf. Ensuite, la religion. Moi j'ai vu qu'il y avait un gouvernement qui s'appelle la théocratie, mais voilà, on peut plus avancer sur la piste science. Donc il y a une espèce de petite thématique. On est religieux, donc on peut plus être scientifique. Bon, pourquoi pas. Il y a des petits trucs comme ça, mais... ensuite, les gouvernements. Alors ça, les gouvernements... Bon, il y en a, on a vu la théocratie. C'est pareil, ils vont être sous forme de cartes. Donc il va y avoir un gouvernement qui va s'appeler socialisme, un gouvernement qui va s'appeler démocratie. Il y a des choses qui s'appellent comme le mania du charbon ou le mania du pétrole. C'est pas vraiment des gouvernements, mais il y a des périodes, la Renaissance, voilà. L'ingénierie, la démocratie, voilà, on l'a ici. Une économie de guerre, il y a quoi d'autre? Voilà, il y a quelques gouvernements qui sont mis, on a vu la dictature tout à l'heure, la monarchie, la tyrannie, le socialisme, l'industrialisation, voilà. Donc il y a des cartes qui font office de gouvernement, mais il y en a peu, et donc on ne peut pas choisir de changer de gouvernement ou choisir le gouvernement qu'on veut à n'importe quel moment. Voilà, il n'y a pas ça. Des leaders, il n'y a pas de leader non plus, il n'y a pas de personnage illustre qui nous donnerait des bonus en plus. Voilà, donc il n'y a pas tout ça en fait. Donc c'est très particulier, donc c'est ce qui pourrait nous amener à dire qu'on n'est pas véritablement sur un jeu de civilisation, mais on est sur un jeu un peu hybride. Il y a quand même des aspects très intéressants, mais il n'y a pas les choses les plus poussées. Alors si je regarde par exemple les peuples, les artistes, les fêtards, les élus, les nomades, les collectionneurs, les conseillers, les héros, les bricoleurs, les recycleurs, les dirigeants. Ouais, mais en fait, ils gagnent juste des bonus, quoi. Les militants, les historiens, les infiltrés, les renégats, les extraterrestres, les chasseurs de trésors, j'aime beaucoup celui-là. Les espions, voilà, il y a un truc qui s'appelle les espions, qui est très fort, on gagne les trucs des autres. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses, et après il y a des trucs un peu bizarres de la dernière extension, les fées, les génies, des trucs comme ça, bon bref. Donc vous voyez, il n'y a ni bonheur, ni économie entre joueurs, ni influence culturelle, il n'y a pas vraiment d'espionnage, il n'y a pas vraiment de religion, il n'y a pas vraiment de gouvernement. Et puis on peut pas, au niveau des stratégies, c'est pareil, la stratégie, elle va être déterminée par rapport à le peuple qu'on va jouer, savoir comment on va jouer, éventuellement le bâtiment qu'on peut avoir en milieu de partie, voilà, qui va nous orienter vers quelque chose. Et puis éventuellement, on commence la partie avec une carte fresque. Donc, mettons là, j'en pioche une au hasard. Une carte fresque, là, je tombe sur la tyrannie, par exemple. Bon, voilà, éventuellement, on peut se dire, voilà, j'ai tel peuple et la tyrannie, vers quoi ça peut m'orienter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on aura
3 cartes technologie visible et 3 cartes chef-d'œuvre visible. Et tout ça peut nous permettre d'établir une petite stratégie, mais c'est tout. Après, il n'y a pas... voilà, c'est pas non plus très poussé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Tapestry. Il y a beaucoup de choses à dire, qu'on pourrait dire encore. C'est un jeu très riche, on l'a dit. Le matériel est top. Les illustrations, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je les trouve vraiment très sympas. La posture politique, vous voyez, c'est un fait un peu dessin, un peu cartoon. J'aime beaucoup, moi, les illustrations. Le militarisme, voilà. Voilà, c'est très sympa, c'est très coloré. Ça, c'est très intéressant aussi. Regardez le plateau comme il est très coloré. Les tuiles, c'est presque fluo. Des couleurs vives. Les pions sont de couleurs vives aussi, donc on voit très bien, il y a une très belle lisibilité, il n'y a pas de problème. Les règles sont extrêmement simples. Le livret de règles, c'est 4 pages. Enfin, voilà, c'est super agréable. C'est un très bon jeu, très agréable. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur Tapestry. Je ne vais pas y rester 2 heures de plus. Très bon jeu. On a passé donc en revue un petit peu ce qu'il propose. Vous avez sur la chaîne de toute façon d'autres vidéos là-dessus, une partie d'ailleurs que j'avais filmée en mode solo. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette vidéo. Tapestry à la loupe. Le prochain épisode, ça sera sur quoi? Je ne sais pas. Peut-être... non, je ne vais pas vous le dire parce que je ne suis pas sûr. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à là. Si vous êtes courageux, je pense que c'est un peu long. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez le contenu, de vous abonner si vous voulez continuer à recevoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Et je vous dis à très bientôt et surtout jouez bien. Allez, ciao.